Bonjour, mesdames et messieurs. Bon réveil, bienvenue dans ce journal. Le chef de l'État du Ghana a entamé hier mercredi 1er juin 2016 une visite officielle en Côte d'Ivoire à l'invitation de son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. John Dramani Mahama est arrivé en milieu de matinée hier mercredi à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, accompagné de son épouse. Il a été accueilli par le président Alassane Ouattara qui avait à ses côtés Dominique Ouattara. Le compte-rendu, Viviane Naïm. John Dramani Mahama en visite officielle en Côte d'Ivoire depuis ce mercredi 1er juin 2016. Le chef de l'État ghanéen était déjà venu à Abidjan. Cette fois-ci, il s'agit d'une visite officielle, occasion pour les deux pays d'améliorer leur coopération. Le chef de l'État ghanéen John Dramani Mahama, accompagné dans ce voyage par son épouse Nana Lordina Dramani Mahama, a reçu à sa descente d'avion l'accueil chaleureux de son aîné, le président Alassane Ouattara, accompagné de son épouse Dominique Ouattara. Les deux chefs d'État ont reçu les honneurs militaires avec l'exécution des hymnes nationaux du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Le salut au drapeau et le passage en revue des troupes. L'hôte de la Côte d'Ivoire a échangé de chaleureuses poignées de main avec les officiels ivoiriens avant de retrouver à l'intérieur du pavillon présidentiel l'accueil très respectueux des officiels ghanéens en poste en Côte d'Ivoire. Au programme de cette visite officielle, la signature d'accords dans divers domaines, mais nul doute que la question sécuritaire pourrait constituer un aspect important de la visite en raison de la présence toujours sur le territoire ghanéen de centaines de fidèles irréductibles de l'ancien pouvoir qui refusent de regagner la Côte d'Ivoire malgré la main tendue du président de la République Alassane Ouattara. Après s'être retirés quelques instants en compagnie de leurs épouses dans le salon d'honneur, les deux chefs d'État devaient recevoir dans la cour du pavillon présidentiel l'accueil enthousiaste des populations fortement représentées par les chefs traditionnels, les autorités religieuses, les simples citoyens, les membres de la communauté ghanéenne résidant en Côte d'Ivoire, heureux et fiers de recevoir leur président et qui avaient fait nombreux le déplacement. La Côte d'Ivoire et le Ghana, deux pays voisins certes, mais deux pays frères en raison de leurs liens historiques. Et avec Jérôme Kofi Abolan, nous allons nous intéresser maintenant à la signature d'accords entre les présidents ghanéens et ivoiriens. Une visite de 48 heures entre le 1er et le 2 juin 2016 du président ghanéen John Dramani Mahama en Côte d'Ivoire. L'un des points essentiels pour marquer l'entame de cette visite ce mercredi constitue la signature d'accords bilatéraux. À titre d'illustration, la signature à la salle des pas perdus du palais présidentiel de la convention cadre en présence des deux présidents. Convention portant d'une part réhabilitation du pont Elubo-Noé existant et de l'autre la construction d'un second. Pour deux pays liés par l'histoire, la signature de ces accords démontre une fois de plus la bonne santé des relations qui les caractérisent, comme l'a souligné le président de la République Alassane Ouattara. Le chef de l'État ivoirien s'est d'ailleurs félicité du niveau des échanges commerciaux à hauteur de 300 milliards de francs CFA entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, votre visite témoigne de la qualité des liens séculaires et historiques qui unissent nos deux pays et nos deux peuples frères. Au cours de nos échanges, nous avons abordé la situation en Côte d'Ivoire et au Ghana, ainsi que les opportunités de coopération et de renforcement des liens entre nos deux pays. Bien sûr, dans des dossiers prioritaires tels que la sécurité, l'économie et la diplomatie. En ce qui concerne la situation en Côte d'Ivoire, comme vous avez pu le constater, la Côte d'Ivoire a renoué avec la paix et la sécurité. Au plan bilatéral, je voudrais saluer le dynamisme de la coopération entre nos deux pays. Je souhaite les voir s'intensifier davantage, bien évidemment. C'est pourquoi je me félicite de la bonne progression des échanges commerciaux
entre le Ghana et la Côte d'Ivoire qui ont atteint près de 300 milliards de francs CFA en 2015. Cependant, il nous faut augmenter et diversifier davantage les échanges commerciaux entre nos deux pays, notamment dans le secteur du cacao, dont nos deux pays sont les principaux producteurs mondiaux. Saisissant l'occasion, le président Alassane Ouattara a évoqué le cas des 11 000 réfugiés ivoiriens au Ghana et a dit être déterminé à œuvrer pour leur retour au pays dans le cadre de la réconciliation et la cohésion sociale qui sont bien réelles en Côte d'Ivoire. Pour sa part, le président ghanéen a exprimé sa joie de se retrouver en Côte d'Ivoire à l'occasion de cette visite officielle. Il a promis de continuer à travailler de concert avec le président Alassane Ouattara pour permettre à la Côte d'Ivoire et au Ghana de poursuivre leur chemin ensemble et de connaître un développement harmonieux. Le Ghana et la Côte d'Ivoire sont comme des jumeaux nés de la même mère. Et si vous regardez la démographie de nos deux pays en termes de population, en termes de culture, en termes d'économie, il y a tant de similitudes entre nous et cela nous donne une plateforme parfaite pour continuer de travailler à rapprocher nos pays et intégrer nos peuples. Nous collaborons depuis de très nombreuses années. Le Ghana et la Côte d'Ivoire ont entretenu des relations diplomatiques excellentes au cours des années et nous espérons que ces relations diplomatiques vont se renforcer à travers les contacts interpersonnels. Les gens doivent pouvoir voyager d'un pays à l'autre sans tous les goulots d'étranglement qui entravent le commerce entre nos deux pays. Nous pouvons faire davantage en termes de commerce, d'échanges commerciaux. Si nous mettons certaines choses en place, nous pourrions relever le niveau des échanges économiques entre nos deux pays et nous allons continuer de travailler dans ce sens. Cette cérémonie à la salle des pas perdus a été riche en émotions. Elle succède au tête-à-tête que les deux chefs d'État ont eu pendant un bon moment à l'arrivée de l'hôte du président Alassane Ouattara au palais présidentiel. Un moment de convivialité pour les présidents ivoiriens et ghanéens, heureux de se retrouver pour mutualiser leurs forces en vue du bonheur de leurs peuples respectifs. Vous l'avez vu donc, le président de la République du Ghana, John Dramani Mahama, effectue depuis hier mercredi 1er juin une visite officielle en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État ghanéen a été fait citoyen d'honneur de la ville d'Abidjan, dont les clés lui ont été remises en fin d'après-midi, hier donc mercredi, à l'hôtel du district par le gouverneur du district, Robert Begré-Mombé. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, et la première dame ghanéenne, Lordina Dramani Mahama, étaient hier après-midi à l'hôpital général de Yopougon à Thiès, un centre de santé spécialisé dans la transmission du VIH pédiatrique. Les deux premières dames ont fait des dons en matériel à cet hôpital d'une valeur de 25 millions de francs CFA. La coopération ivoiro-marocaine s'intensifie et le domaine de la santé n'est pas en reste. La prise en charge de l'hépatite C, une maladie infectieuse qui s'attaque au foie, à la peau, aux reins et à bien d'autres organes, vient de faire l'objet d'un échange entre des experts marocains et des acteurs de la santé en Côte d'Ivoire. Il faut retenir de cette rencontre qui s'est tenue le 30 mai dernier que l'hépatite C n'est plus aujourd'hui une fatalité. Sa prise en charge peut se faire avec beaucoup de succès. Thomas Guessambi. Aujourd'hui, l'hépatite C n'est plus une fatalité. C'est l'essentiel du message à retenir dans le partage d'expériences initié par des experts marocains et accueillis par les autorités sanitaires ivoiriennes. L'hépatite C est une maladie infectieuse qui se transmet par voie sanguine et qui s'attaque aussi bien au foie qu'à la peau, aux reins, au système nerveux et vasculaire. 170 millions de personnes en sont infectées dans le monde et l'Afrique en reste un réservoir. Sa prise en charge efficace a été une longue marche. Mais elle est une réalité probante aujourd'hui. C'est le développement fait par professeur Benazouz Moustapha. Depuis des années 90, on ne traitait que 6% des malades.
Aujourd'hui, avec les traitements que nous avons, on traite à peu près 95%, sinon plus. Pour des durées très courtes, parce qu'avant, on traitait pour 1 an, 6 mois, 1 an et demi. C'est la mission du Programme national de lutte contre les hépatites virales qui s'enrichit avec de tels partages, a dit à l'occasion le directeur coordonnateur du programme. Cet enseignement post-universitaire traduit justement la volonté du gouvernement de s'impliquer dans cette lutte, car une des missions du Programme national de lutte contre les hépatites virales, c'est la promotion de l'accès aux médicaments et les recommandations de bonnes pratiques pour une prise en charge optimum des sujets infectés. Nabil Belchekroun promet le soutien de son laboratoire pharmaceutique au ministère de la Santé et à la nouvelle pharmacie de la santé publique dans leur politique et stratégie de prise en charge de la maladie. Si la prise en charge de l'hépatite C ne donne plus du fil à retordre, la rencontre a mis néanmoins un accent particulier sur le dépistage précoce. Ce mercredi 1er juin, l'ex-première dame Simone Gbagbo a été entendue dans le dossier l'accusant de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. Simone Gbagbo a dit que les accusations portées contre elle sont basées sur les affirmations et non sur des faits. Pour rappel, c'est le 2e jour de sa comparution aujourd'hui devant la cour d'assises d'Abidjan. Reportage Gabriel Zani. Ce 2e jour de comparution, Simone Gbagbo, l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, a été entendue pendant près de 2 heures. Accusée de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre, Simone Gbagbo a nié tout en bloc. Les faits que sont entre autres la répression de la marche sur la RTI, la télévision nationale, le bombardement du marché d'Abobo, l'installation de barrages dans les quartiers de la ville d'Abidjan, ne prouvant rien son implication dans les violences subies par les populations. Pour elle, ce sont des allégations, des affirmations gratuites. Dans son intervention, elle reste convaincue que son époux Laurent Gbagbo était le vainqueur des élections de 2010. Au total, en aucun moment, Simone Gbagbo n'a laissé transparaître une responsabilité quelconque. En bref et en images, Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI a revendiqué mercredi la double attaque perpétrée la veille contre l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, à Gao, dans le nord du Mali. L'attentat avait fait 4 morts, dont un casque bleu chinois et un expert français travaillant pour l'ONU. Les pluies tombées ces derniers jours en France sont un épisode tout à fait exceptionnel, se produisant en moyenne tous les 100 ans. Des records de pluie ont été battus au mois de mai, notamment à Paris, avec des précipitations près de 3 fois plus abondantes que la normale. Les fortes pluies qui frappent l'Hexagone ont fait déborder la Seine sur plusieurs quais de la capitale et 2 départements, le Loiret et la Seine-et-Marne, ont été placés en vigilance rouge. Cette fois, en bref et sans image, il y a 6 ans, le 2 juin 2010, le corps de Floribert Chebeya, directeur de l'ONG de défense des droits de l'homme, la voix des sans-voix, était découvert dans sa voiture à Kinshasa, tandis que son chauffeur, Fidel Bazana, était porté disparu. Floribert Chebeya s'était rendu la veille à une convocation de l'inspecteur général de la police nationale, le général John Numbi. L'affaire Chebeya a été jugée en première instance et en appel par la justice congolaise. Les proches des victimes dénoncent une parodie de justice, mais continuent d'épuiser toutes les voies légales possibles au Congo et se tournent également vers le Sénégal, où une procédure est en cours. À 7 mois de l'élection présidentielle en Gambie et à 48 heures du sommet de la CEDEAO, la société civile gambienne est réunie en ce moment et pour 2 jours à Dakar. L'objectif, tenter de convaincre les pays membres de l'institution ouest-africaine de faire pression sur Yahya Jammeh pour que la répression des opposants s'arrête, pour que l'élection à venir soit démocratique. La dégradation de la sécurité au Mali et la multiplication des actes terroristes à l'encontre des casques bleus qui ont fait 12 morts au cours du seul mois de mai ont conduit le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, à demander le renforcement du mandat de la MINUSMA. Le Conseil de sécurité doit renouveler le 29 juin prochain le mandat de la mission des Nations Unies
au Mali. Depuis un mois, la tension ne cesse de monter entre pouvoir et opposition au Kenya autour de la question de la commission électorale accusée par l'opposition d'être partisane. Les manifestations de l'opposition amenées par Raila Odinga chaque lundi à travers plusieurs villes du pays ont été violemment réprimées, faisant craindre que le Kenya retombe dans la violence. Hier mercredi, à l'occasion de la commémoration du 53e anniversaire de l'obtention de l'autonomie interne qui allait précéder l'indépendance de quelques mois. Tout le monde a craint le pire, l'opposition ayant décidé de faire son meeting à part, mais la tension est retombée après une rencontre entre les deux camps. Au Burkina Faso, dans le cadre de l'enquête sur l'attentat du 15 janvier à Ouagadougou, une opération des services de sécurité a permis l'interpellation de 6 personnes. Elles sont soupçonnées d'avoir apporté leur aide aux auteurs des attaques. La trêve de 48 heures qui a été instaurée à Daraya, un des faubourgs de Damas, a permis au Comité international de la Croix-Rouge, le CICR, accompagné par des membres de l'ONU et au Croissant-Rouge syrien, d'acheminer de l'aide humanitaire, principalement médicale. Aucun convoi n'avait pu se rendre depuis 2012 dans cette ville située une dizaine de kilomètres au sud-ouest de la capitale. De son côté, l'opposition syrienne réclame un cessez-le-feu général à l'occasion du Ramadan. Et puis pour terminer, en Irak, l'assaut des forces gouvernementales à Fallujah a été reporté pour préserver les civils. C'est ce qu'a annoncé hier mercredi le Premier ministre irakien Haïdar al-Abadi. Depuis 10 jours, les forces irakiennes tentent de reprendre partisans de l'organisation État islamique. La ville, située à une 60aine de kilomètres à l'ouest de Bagdad, est tenue depuis 2014 par les djihadistes. Merci de nous suivre sur RTI.